Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, le premier de ce second semestre. Donc webinaire pendant lequel nous allons discuter encore une fois de l'avenant 6. Donc voilà, je vous l'ai présenté au mois de mai, je crois, l'avenant 6 dans sa globalité. Et je vous avais dit qu'on vous tiendrait au courant un petit peu sur la mise en œuvre de cet avenant. Donc, pour rappel, vous savez que cet avenant va être en fait sur plusieurs années. Donc, les premières modifications vont intervenir le 1er décembre 2019. Ensuite, nous aurons le 1er janvier, le 1er mai, le 1er juillet 2020. Et ensuite, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023. Donc après la présentation officielle de l'avenant 6 suite à sa publication, nous allons essayer avec Orion de vous suivre un petit peu et de vous présenter chaque fois qu'on aura une modification. Alors cette date est plutôt pas mal puisque on va pouvoir parler en détail des modifications qui interviennent depuis à partir du 1er décembre 2019. Pour la bonne et simple raison que le texte officiel est sorti au journal officiel la semaine dernière. Donc en fait, là, du coup, on va avoir des informations claires et nettes. Alors nous allons commencer ce webinaire. Bon, je vous rappelle, comme d'hab, vous pouvez interagir sur le petit chat qui est à votre droite. On essaiera à la fin de répondre à vos questions au plus qu'on pourra, mais vous savez qu'on est limité à une demi-heure de webinaire. Je vous rappelle pour info que ces petites conférences filmées sont entièrement gratuites et nous, voilà, ça a un coût pour nous. Donc voilà, on ne peut pas trop dépasser la demi-heure, raison pour laquelle on essaye de trier les questions les plus pertinentes et celles qui reviennent le plus souvent. Comme d'habitude, à propos d'Orion Santé, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc on est un organisme de formation spécialisé pour les infirmières libérales. On a aujourd'hui 15 ans d'expérience et on forme 14 500 infirmiers libéraux, en sachant qu'ils en forment environ 30 000 chaque année, sur les 120 000 qui sont sur le territoire. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de boulot. Donc ces webinaires, on en fait 10 par an. A priori, si tout continue comme ça, ben on continuera sur 2021. C'est un investissement, donc il faudra essayer de faire passer la pilule à la direction. Mais d'abord, nous sommes très contents puisque nous sommes aujourd'hui 7000 abonnés à la chaîne Orion Santé. Donc il n'y a pas de raison que tout ça ne fonctionne pas et qu'on ne puisse pas vous accompagner dans ce déploiement. Alors, les modifications de la NGAP au 1er décembre 2019. Alors, pour recontextualiser un petit peu, je vous avais présenté donc l'avenant 6, qui a été publié au journal officiel au mois de juin. Dans cet avenant 6, qu'on remette bien les choses à leur place, cet avenant est un texte qui prévoit les modifications, c'est-à-dire qu'il y a différents articles dans lesquels les modifications sont exposées, mais de la façon suivante, c'est-à-dire la CNAM et les partenaires conventionnels s'engagent à créer un acte qui aura tel coefficient. Ça, c'est pas la nomenclature. Donc une fois que cet avenant 6 a été signé, il y a une commission qui se réunit, qui s'appelle la CHAP, à savoir la commission de hiérarchisation des actes et des prestations, qui va vraiment écrire les modifications de la nomenclature au niveau du texte officiel que vous pouvez retrouver sur amélie.fr. Donc mercredi dernier, nous avons eu la publication des modifications de nomenclature du 1er décembre 2019, donc réellement comme elles seront écrites dans la nomenclature. Donc effectivement, ce webinaire tombe à point nommé puisque je vais pouvoir déjà vous le montrer, ce texte, et vous verrez ainsi l'écriture réelle. Donc ça nous permet de mieux comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous ai présenté l'avenant 6, je vous disais qu'il y avait certaines choses que je ne savais pas encore parce que je n'avais pas l'écriture exacte. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair pour nous. Donc on pourra faire ça. Alors, je me reprends, le texte officiel pour les modifications, c'était dimanche dernier, et mercredi est sorti le texte officiel pour les modifications du 1er janvier, du 1er mai, du 1er juillet 2020. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des informations assez intéressantes. Donc voilà, ça c'était mon préambule pour vous expliquer un petit peu comment toutes ces choses allaient se passer et se mettre en place. Dernière petite chose, ces textes qui sont sortis au journal officiel, donc qui reprennent l'écriture exacte de la nomenclature, vont certainement être suivis de ce qu'on appelle des circulaires d'application. C'est-à-dire qui vont venir nous expliquer un petit peu plus comment on doit coter ces différentes choses, comment ces actes doivent être cumulés et s'il y a certains points de vigilance.
Concernant les modifications du 1er décembre 2019, ça me semble assez clair, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une circulaire d'application. Si toutefois il y en a une, j'essaierai de vous tenir au courant dans les prochains webinaires. Alors nous allons voir ces modifications en 3 points. Le premier, c'est sur l'élargissement de la MAU. On va voir les modifications, comment ça va se mettre en place, la réécriture exacte. Et une deuxième partie sur l'article 10 du chapitre 1, vous savez, c'est l'article qui concerne les surveillances de médicaments dans le cadre de troubles psy. Donc pour cet article, il y a 2 modifications essentielles. Et enfin, les prélèvements sanguins qui vont être cotables en entier, mais de la même façon, on va essayer de voir ça un petit peu plus en détail, comment on va pouvoir gérer ces prélèvements sanguins. Alors, l'élargissement de la MAU, quel bénéfice? La première chose, le premier point important de cette MAU, c'est que lorsqu'elle a été créée, il y a eu une erreur, je vais dire, dans l'écriture, c'est-à-dire que la personne qui avait écrit cet article croyait qu'il y avait à notre nomenclature que des AMI 1 et 1.5. Donc, avait noté dans la nomenclature, dans les dispositions générales, puisque je vous rappelle que la MAU et la MCI sont décrites dans les dispositions générales de la nomenclature générale des actes, il était noté que cette majoration d'acte unique pouvait se coter avec tout acte unique d'un coefficient égal à 1 ou 1,5. Or, dans notre nomenclature, nous avions des AMI 0,5 et 1,25, mais du coup, on ne pouvait pas les coter. Alors, j'ai envie de dire, je vous ai fait la liste sur la dia d'après, je vous ai fait la liste de ces petits actes. Jusqu'à maintenant, pour nous, ce n'était pas très important puisque c'était des actes très peu réalisés. Mais il a fallu être vigilant puisque dans le cadre de cet avenant 6, il y a plusieurs actes qui sont créés ou revalorisés et qui auront une cotation comprise entre 1 et 1,5. Notamment l'analgésie topique qui va être créée en 2020 ou 20 peut-être, je ne me rappelle plus, qui du coup n'aurait pas pu avoir la MAU, et surtout l'article 10 des surveillances des médicaments dans le cadre des patients psy, qui va passer à 1,2 dans l'année 2020. Donc si la MAU n'avait pas été modifiée, eh bien, ces nouvelles cotations n'auraient pas pu être cumulées avec la MAU. Donc à partir du 1er décembre 2019, la MAU va être réécrite dans la première partie de la nomenclature, dans les conditions générales, les dispositions générales, pardon, et ce sera noté que la MAU est une majoration qui pourra se coter pour tout acte unique d'un coefficient inférieur à 1,5. Donc là, il n'y aura plus de tergiversation possible. Donc dans les anciens actes pour lesquels nous n'avions pas droit de coter la MAU et pour lesquels nous pourrons la coter à partir du 1er décembre, on retrouve l'injection vaginale qui était 1,25, l'instillation et ou le lavage vésical 1,25, les soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie qui était 1,25 également, pulvérisation de produits médicamenteux 1,25 et réalisation d'un timbre tuberculinique AMI 0,5. Donc ces actes, jusqu'à aujourd'hui, ne pouvaient pas déclencher de MAU s'ils étaient faits de manière unique lors d'une séance. À partir du 1er décembre, ils pourront l'être. Et enfin, donc les 2 actes qui sont un petit peu plus importants, qui vont être beaucoup plus souvent cotés, comme je vous disais. Donc c'est l'article 10 du chapitre 1, première partie, à savoir l'administration et la surveillance dans le cadre d'un patient psy qui va passer à 1,2 à compter du 1er juillet 2020, et l'analgésie topique qui sera coté AMI 1,1 à compter du 1er juillet 2020. Donc vous voyez que cette modification de MAU, il était important de la faire dès le début de cet avenant 6, dès le début de cette mise en place, pour que ça puisse concerner toutes ces créations d'actes. Je rappelle que la MAU ne se cote qu'avec un acte unique. Même lorsqu'on a un acte qui se fait au cours d'une séance de soins infirmiers ou des nouveaux forfaits BSI, en admettant que ce soit cotable, comme par exemple la prise de sang qui sera en AMI 1,5 et qui sera cotable, cumulable avec les AIS 3 et avec les forfaits, ce n'est pas un acte unique vu qu'on réalise dans ce cadre de séance de multiples actes. Donc c'est vraiment lorsqu'on fait qu'un seul acte que cette MAU est cotable.
Donc voilà, j'espère avoir fait le tour concernant la MAU. On va rentrer un petit peu dans un article qui est très important et qui vous concerne beaucoup. C'est l'article 10, le chapitre 1, qui est la surveillance médicamenteuse. Alors cet article 10, pour rappel, se divise en deux parties. Et c'est important puisqu'il y a des modifications pour chacune de ces deux parties. La première partie, c'est la surveillance d'une thérapeutique dans le cadre de troubles psychiatriques. Cet acte est cotable plusieurs fois par jour, AMI 1, et doit déclencher une entente préalable au-delà du premier mois de traitement. C'est la première partie de l'article 10 qui concerne les patients psy, qui peut se coter autant de fois qu'on veut par jour et autant de temps qu'on veut, à condition qu'on refasse l'entente préalable tous les 3 mois. Et la deuxième partie de l'article 10, qui n'a rien à voir, il y a un trait qui est tiré entre ces deux articles, la deuxième partie concerne la surveillance d'un patient lors de la mise en place d'un traitement. Et cette partie également va connaître une petite modification qui va vous permettre de mieux gérer les séances. Alors, grosse nouveauté pour la première partie de cet article 10, c'est l'intégration des troubles cognitifs. C'était une énorme demande de la profession. Le problème, c'est qu'il y avait énormément d'indus qui étaient demandés aux infirmières par rapport à ça. Donc la Caisse a accepté de rajouter cette notion dans la nomenclature. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de soucis puisque ce ne sera pas dérogatoire, ce ne sera pas quelque chose qui est autorisé, mais on ne sait jamais trop qui l'a autorisé. Là, c'est la nomenclature qui va être réécrite et il sera marqué que c'est pour les patients atteints de troubles psy ou de troubles cognitifs, à savoir maladies neurodégénératives ou apparentées. Pour la petite histoire, au moment des négociations qui ont abouti au premier trimestre de cette année, il a été demandé aux caisses un moratoire, jusqu'au 1er décembre, donc date de la mise en place de cette mesure, un moratoire pour que les caisses cessent de demander des indus aux infirmières concernant l'intégration de ces troubles cognitifs dans les pathologies psychiatriques. Pour la petite histoire, c'est simplement une formalité parce que de fait, les troubles cognitifs étaient apparentés déjà aux maladies psychiatriques depuis 2014, puisque dans la classification internationale des maladies, le CIM-10 et le DSM-5, les troubles cognitifs avaient de fait été rajoutés dans les pathologies psychiatriques. Mais bon, le fait est que tout le monde n'est pas au courant de ça et que voilà, beaucoup d'indus avaient été demandés. Donc il paraissait hyper important lors de ces négociations, lors de cette avenant 6, que cette notion soit notée vraiment noir sur blanc sur la nomenclature. Après, à vous, lorsque je sais en formation, vous avez beaucoup de questions. C'est bien marqué maladie neurodégénérative ou apparentée. Donc prenez le temps d'aller sur Internet, d'aller voir la liste de ces maladies neurodégénératives pour voir si ça rentre bien dans le cadre. Parce qu'étant donné qu'on a une bonne ouverture de cet article 10, je pense que les contrôles porteront effectivement sur ces choses-là. Je rappelle quand même que cet article 10 de distribution des médocs et uniquement pour les pathologies psy et troubles cognitifs. Je sais que vous rencontrez des situations pour lesquelles vous avez des difficultés. Je suis bien d'accord avec vous qu'un patient qui est aveugle, il a du mal à prendre ses traitements. Je suis d'accord qu'un patient qui n'a plus de bras, c'est compliqué pour prendre ses traitements, je le sais. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de coter ces actes-là. Donc voilà, n'essayez pas de faire rentrer ces choses-là là-dedans. Là, je pense que les caisses seront intransigeantes par rapport à ça. On a de plus en plus d'actes de surveillance médicamenteuse. Donc je pense qu'il faut qu'on soit réglo par rapport à la cotation de ces actes. Parce qu'en plus, ce sont des choses... Souvent, on y va plusieurs fois par jour, 365 jours par an. S'il y a une demande d'indus, ça peut représenter des sommes relativement importantes. Donc soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Uniquement les troubles cognitifs et les pathologies psychiatriques. Je vérifie l'heure de temps en temps pour voir si je suis dans les temps. La modification, ça c'est pour la deuxième partie de l'article 10. Je vous ai dit que vous aviez la possibilité de vous compter jusqu'à ce jour une surveillance d'un patient lors de la mise en place d'une thérapeutique. Jusqu'à aujourd'hui, vous étiez limité à un passage par jour, 15 jours maximum. Donc un AMI1 une fois par jour pendant 15 jours maximum. Alors,
Déjà, c'est hyper restrictif, mais en plus, ça ne permettait pas de faire face à des situations particulières, puisqu'on ne pouvait pas aller au-delà d'un passage par jour. Donc il a été fait la demande, et pour le coup, les caisses ont accepté, puisqu'elles, ça ne leur coûte pas un centime de plus. C'est qu'à partir du 1er décembre 2019, on sera dans le cadre de cette surveillance de mise en place d'un traitement, on sera limité à 15 passages. Point. Donc ça va être réécrit à l'endroit où c'était marqué par jour un passage. Là, ce sera marqué 15 passages maximum. Donc, on restera bloqué à 15. Hein. Donc, vous pourrez vous coter 3 passages par jour pendant 5 jours, 5 passages par jour pendant 3 jours, peu importe, mais vous serez limité à 15 passages. Alors, c'est simplement voilà, une sorte de facilité pour faire face à des problématiques particulières. Un médecin qui voudrait que vous passiez absolument 2 fois par jour pour une surveillance tensionnelle lors de la mise en place d'un antihypertenseur, et ben vous pouvez le faire pendant 7 jours et demi dans la limite de 15 passages. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc voilà les deux modifications essentielles qui ont été faites au niveau de l'article 10 du chapitre 1. Et enfin, la dernière modification qui interviendra le 1er décembre de cette année, ce sont les prélèvements sanguins qui vont être cotables en entier, en dérogation à l'article 11b, avec les AMI, les séances de soins infirmiers et les forfaits de BSI à partir du 1er janvier 2020. Alors attention, j'ai revu, je vous ferai voir le texte tout à l'heure, j'ai revu comment c'était écrit. Donc on est bien d'accord que la prise de sang passera en entier lorsqu'elle est le deuxième ou le troisième acte. Si vous avez la prise de sang qui est le premier acte, ça ne veut pas dire que le deuxième acte, si c'est une sous-cute par exemple, qu'il sera cotable en entier. Je m'explique, vous passez chez un patient faire une prise de sang et une sous-cute, vous continuerez à coter comme avant, AMI 1,5 plus AMI 1 sur 2 plus le déplat, puisque ce n'est que le prélèvement sanguin qui est cotable en entier avec un autre acte. Par contre, quelques jours après, vous repassez chez ce patient, vous venez lui faire un pansement léger et sa prise de sang. Aujourd'hui, vous comptez un AMI 2 plus un AMI 1,5 sur 2 plus le déplat. À partir du 1er décembre 2019, vous pourrez coter un AMI 2 plus un AMI 1,5 en entier avec le déplat. Donc voilà, bien faire attention à ça. Cet acte dérogatoire à l'article 11b ne concernera que les situations où votre prise de sang est le deuxième ou troisième acte. Comme il s'agit d'un paquet dérogatoire, comme on l'a vu plusieurs fois, notamment pour le diabète, si vous avez, admettons, 3 soins, un pansement léger, AMI 2, une prise de sang, AMI 1,5 et une sous-cute, aujourd'hui c'est AMI 2 plus 1,5 sur 2, le 1 disparaît. Demain, vous pourrez vous compter l'AMI 2 plus l'AMI 1,5 en entier, qui deviendra un seul acte. Et la sous-cute, qui était le troisième acte, devient le second et passe en demi. Donc vous voyez, ces règles de cumul sont quand même pas mal et vont nous permettre d'être un petit peu mieux rémunérés lorsque nous ferons des prises de sang. Voilà, pour ce qu'il en est de ces présentations. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer le texte officiel. Ça peut être intéressant de voir comment ça se présente. Donc, vous voyez, c'est un texte qui est paru le 8 septembre 2019 au journal officiel. Bon, il y a certaines choses où je passe relativement vite. Vous revoyez simplement ce que je vous ai dit concernant la majoration d'acte unique. Donc, il est bien marqué que lorsqu'au cours de son intervention, l'infirmier réalise un acte unique en AMI avec coefficient inférieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique. Donc, vous voyez, on n'invente rien, ce sont les dispositions générales qui sont réécrites. Donc là, on est couvert. Première réécriture que vous voyez dans le premier cadre, c'est le prélèvement sanguin, prélèvement par ponction veineuse directe que l'on retrouve dans l'article 1 du chapitre 1. Donc vous voyez qu'ils ont rajouté cumulable à taux plein pour les AMI en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. J'ai ma collègue qui essaye de déchirer du papier discrètement, mais ce n'est pas très discret. Merci à elle.
La modification d'après, c'est l'administration et la surveillance. Alors, je trouve que c'est intéressant qu'on voit ça ensemble parce que peut-être que si vous l'aviez vu seul, vous n'auriez pas compris pourquoi c'était encore marqué comme avant. Donc, vous voyez qu'en lettres clés sur la droite de votre écran, vous avez soit AMI, soit SFI. SFI, ce sont les soins infirmiers réalisés par les sages-femmes. Vous savez que les sages-femmes ont des soins en commun avec nous, donc elles peuvent se coter ça. Mais étant donné qu'elles n'ont pas dealé ces modifications dans le cadre de leur négo conventionnel, les modifications ne sont pas impactées pour la nomenclature. Donc vous voyez ce que j'ai placé au centre de l'écran. En haut, vous avez l'acte de surveillance du patient psy pour nous, où on a bien rajouté les troubles cognitifs. Et la ligne d'en dessous, vous avez l'administration comme c'était marqué avant, comme c'est marqué aujourd'hui, mais ça ne concerne que les SFI, que les sages-femmes. Vous voyez bien par contre qu'au-delà du premier mois, on garde l'entente préalable obligatoire. La deuxième partie, pareil, au centre de l'écran, vous avez un tableau. De la même façon, il y a l'acte tel qu'il existait aujourd'hui dans le cadre des SFI, puisque les sages-femmes gardent le même acte. Et pour nous, vous voyez, il y a une modification. Regardez, pour les SFI, c'est marqué avec un maximum de 15 jours et par jour. Donc, on est bien sûr un maxi pendant 15 jours. Et nous, la ligne du dessus, ce qui a été modifié, c'est avec un maximum de 15 passages. Donc, vous voyez, c'est clair, net et précis. Et enfin, ont été réécrites les règles de cumul des AIS 3. Donc, on a la séance de soins infirmiers par séance d'une demi-heure, un AIS 3. Et vous voyez que le prélèvement par ponction veineuse a été rajouté à la liste des actes dérogatoires à l'article 11b, qui existait déjà, à savoir la perfusion, le pansement lourd et complexe, l'article 5 ter de surveillance du patient insuffisant cardiaque et BPCO. Et donc, on a rajouté la prise de sang. Donc, vous voyez, ça a été signé par le directeur de la caisse et ça sera bien avec une prise d'effet au 1er décembre. Alors, on reprend le déroulé. Donc, pour aller plus loin, vous avez toujours nos formations qui sont disponibles. La nomenclature qui est disponible en FIFPL et en payant, mais également en e-learning. Et la NJAP perfectionnement, disponible en présentiel payante et FIFPL. Pour la fin d'année, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Par contre, voilà, en FIFPL, il nous reste très peu de place, parce qu'effectivement, la mise en place de cet avenant 6 encourage les professionnels à se former. Depuis le mois de septembre, toutes les modifications de nomenclature sont intégrées à nos formations, donc c'est hyper important. Par contre, on n'a pas encore nos dates de 2020, puisque le FIFPL, c'est un appel d'offres qui sort au mois d'octobre. Donc, on aura les réponses que fin d'année, début d'année prochaine. Donc, nos dates ne sont pas encore fixées. N'hésitez pas, c'est important, cet avenant 6, c'est vraiment une révolution. Il nous reste quelques dates sur notre Tour de France. Donc, demain, je serai à Paris pour vous présenter cet avenant. Donc, si vous voulez, il reste encore des places. Lille et Lyon, vous retrouverez Sabine et vous me retrouverez moi à Strasbourg le 1er octobre. Venez nombreux, il y a plein de places. Voilà, je vais prendre quelques questions. Si ma fidèle assistante Sabine, j'ai oublié de vous présenter Sabine qui est là toujours, et puis Samuel, notre responsable informatique, qui s'arrange pour que tout aille bien. Alors, paiement à l'heure. Tu me payes? Oui, je suis payé à l'heure, moi, oui. Et eux, non? Pour? Les libéraux. On dit que l'arrêté, c'est un paiement à l'heure. Ah non, non, pas du tout. Il n'y a plus, avec l'avenant 6, même avec la mise en place du BSI, c'est hors sujet pour l'instant. Le prochain webinaire parlera en détail du BSI, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de paiement à l'heure. Ce n'est pas d'actualité. MAU, toujours quota pour les AMI 1,5. Bien sûr, vous avez vu comment c'était noté. C'est tout acte inférieur ou égal à 1,5. Donc, bien sûr, à condition que ce soit un acte unique. Cumulable avec AMI 1,2 et AMI 1,1 en 2020. Voilà, tout à fait. Au fur et à mesure du déploiement et de la création de ces actes, on pourra coter la MAU dès lors que c'est inférieur à 1,5 et que c'est un acte unique. Alors, il y a des questions sur l'analgésie topique. Eh bien, ça, ce sera lors du prochain webinaire. On reviendra là-dessus en détail. Cumul avec un vaccin antigrippal et prise de sang. Alors déjà, le vaccin antigrippal, on ne peut pas se compter la MAU parce que c'est 2 actes. Vous vous rappelez, la Sécu vous a toujours dit que le vaccin de la grippe, c'est AMI 1
plus AMI1 ou AMI1 quantité 2. Dès lors qu'on a une quantité 2, c'est que c'est plus un acte unique, donc ce n'est pas cumulable. Cumul vaccin antigrippal et prise de sang en entier, oui. Oui, moi ça me pose pas de question, ça me pose pas de problème. AMI1 plus 1, c'est un seul acte, le 1,5 c'est en deuxième acte, mais du coup c'est dérogatoire, donc tout à fait. Vaccin antigrippal et prise de sang, pour moi c'est AMI1 quantité 2 plus AMI 1,5 sur 2. Cumul prise de sang avec les AIS3, oui, en entier et en dérogation à l'article 11b. Prise de sang et AIS4, non. Il y a un cumul, mais en respectant l'article 11b, puisqu'on n'a pas de dérogation. Vous avez vu, je vous ai montré le texte de loi, c'est pas pour rien. C'est pas noté pour les AIS4, c'est uniquement noté pour les AIS3. Par contre, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de cumuler des AMI avec des AIS4. Il n'y a rien à la nomenclature, contrairement à l'AIS3, où il est marqué que l'AIS4 comprend tous les actes médicaux infirmiers. Donc lorsque vous êtes en AIS4, si vous faites un soin en AMI, vous le comptez en demi. Ça devient le deuxième acte. Donc que ce soit aujourd'hui ou demain avec l'avenant 6, vous faites un AIS4 et une prise de sang, c'est AIS4 plus AMI, 1,5 sur 2. Il n'y a aucun changement. Les références du texte, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez sur Légifrance, vous regardez tous les textes concernant les infirmiers. Celui-ci, il est sorti le 8 septembre. Je veux bien vous le remettre à l'écran si vous voulez. Si vous voulez prendre les textes. Vous voyez, il y a un numéro là, Nord. Si vous voulez le noter, ça doit être la référence. Mais voilà, moi je le prends sur Légifrance tout simplement. Chère assistante, d'autres questions? Il explique le cumul. N'aurais-je pas été clair? Oui. De la émission 1,5, la prise de sang, avec une sous-cute, la différence quand il est en premier ou en deuxième. Voilà. Par rapport à la, c'est vrai, par rapport à la prise de sang. Je ne veux pas que vous croyiez que dès lors qu'on a une prise de sang au cours d'une séance, tout se cote en entier. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la nomenclature. Dans la nomenclature, il est simplement noté que la prise de sang sera cumulable en entier en dérogation à l'article 11b avec d'autres AMI. Ce qui veut dire que ça devient dérogatoire. Ça devient dérogatoire dès lors que la prise de sang était en deuxième ou en troisième acte. Si la prise de sang est en premier acte, c'est-à-dire le plus fort, les autres se cumulent en respectant les articles 11b. Donc je reprends mon exemple. Si vous avez une prise de sang et une sous-cute, vous serez toujours en AMI 1,5 plus 1 sur 2, puisque la prise de sang est déjà en entier. Donc il n'y a pas besoin de dérogation particulière. Donc le second est toujours en demi. Il n'est pas marqué que les sous-cutes se cumulent en entier. Donc on est bien sur AMI 1,5 plus 1 sur 2. Par contre, cet acte va prendre tout son sens lorsqu'au cours d'une séance, vous faites un pansement léger, AMI 2, plus une prise de sang, plus une sous-cute. Le pansement, c'est AMI 2. La prise de sang vient se cumuler en entier en dérogation à l'article 11b à partir du 1er décembre. Donc ça devient un paquet qui fait 2 plus 1,5, donc 3,5. Et donc la sous-cute qui était en troisième acte remonte en deuxième et sera cotée en demi. J'espère qu'avoir été un petit peu plus clair. Partez du principe que vous faites remonter la prise de sang lorsqu'elle est en deuxième ou en troisième acte. Dès lors que vous avez une séance où la prise de sang est en premier acte, donc le plus cher, ça ne change rien à la cotation. Est-ce que c'est plus clair? La prise d'effet? Prise d'effet 1er décembre 2019. Là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était 1er décembre 2019. Il y a plein d'autres choses dans l'avenant 6, mais qu'on verra plus tard. Voilà. Donc il y a plein d'autres questions sur toutes les autres mises en place. Je vous avais prévenu. On a fait une présentation globale de tout cet avenant 6 au mois de mai et juin. Par contre, à partir de maintenant, on va dérouler au fur et à mesure les mises en place. Donc je ne les déroulerai que en fonction du calendrier et en fonction des textes qui sortiront. Donc le mois prochain, effectivement, le webinaire portera sur toutes les modifications du 1er janvier 2020. Et là, donc, on parlera beaucoup du BSI, puisque dès le 1er janvier 2020, le BSI est mis en route. Donc là, il n'y a pas de souci, on reviendra dessus. Mais à partir de maintenant, toutes les informations par le biais des webinaires seront des informations calendaires où, en fonction de la mise en place, je vais rentrer dans le détail pour être sûr que vous cotiez au mieux. Donc, je ne peux pas retraiter tout l'avenant 6 dans chaque webinaire. Ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, ça ne servira à rien parce que je ne peux que le survoler tellement le texte est riche. Donc voilà, je ne rentrerai dans le détail au fur et à mesure du calendrier. D'autres questions?
Eh bien, écoutez, Donc les logiciels seront mis à jour. les logiciels seront bien entendu mis à jour en fonction. Il va vous être proposé de faire des mises à jour. Après, voilà, autant nous, on maîtrise l'avenant 6 dans le cadre de nos formations. Par contre, les logiciels de facturation, bah, ce n'est pas notre boulot. Donc, moi, je pense que vous avez tout intérêt à prendre contact avec eux pour voir un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se faire la mise en place. Et je rappelle, quand même, c'est intéressant, les logiciels font tout ce qu'ils peuvent pour faciliter la saisie. Par contre, c'est à vous de vérifier une erreur induite par une saisie automatique sur un logiciel. Ça ne vous excuse pas, c'est à vous de vérifier vos cotations. Donc, voyez avec vos logiciels quand seront faites les mises à jour et comment ils ont permis ces différents cumuls. Assurez-vous bien que ce qui est permis sur le logiciel corresponde avec les textes officiels. Voilà, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. J'espère que c'est plus clair pour vous pour le 1er décembre. On se retrouve le mois prochain, fin du mois, je crois, pour le prochain webinaire où on va voir en détail toutes les modifications du 1er janvier 2020. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à remplir le petit fascicule à la fin du webinaire pour nous dire si ça vous a plu et voilà, s'il y a des choses à améliorer et tout ça, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. Merci à tous, bon après-midi et à très bientôt. Merci.